Donc présenter la suite de cette table ronde, vous l'avez dit Gilles Vassal, hyper personnalisation. Installez-vous avec nous. Autour de la salle, autour de la table, il y a donc vous, Chara Louafi, je vais commencer par les dames, directrice d'investissement senior, vous êtes à BPI France. Votre voisin Philippe Langella, microbiologiste, directeur de recherche à l'INRA, et puis Gilles Weinrieb, professeur en intelligence artificielle, et on verra un petit peu tout ce que vous faites. Je voudrais d'ailleurs commencer par vous, Gilles, parce que Gilles Vassal en parle à l'instant, la masse des données. Je vais d'ailleurs reprendre ce qu'il a dit. On a des données massives, mais pas suffisamment structurées. Prenez un micro, mais expliquez-nous le rôle des data dans la personnalisation des traitements. Oui, c'est une excellente question et je pense que Gilles Vassal a déjà très bien expliqué tous les enjeux qu'il y avait à pouvoir travailler sur l'ensemble de ces données, que ce soit des données de génétique, des données de radiologie, des données d'anatomopathologie qui deviennent digitales maintenant, et l'ensemble des données cliniques qui sont générées. Et l'idée, c'est de pouvoir mieux comprendre comment on va associer ces données avec l'évolution de la maladie, avec l'apparition des maladies, avec les réponses au traitement, en utilisant à la fois des approches statistiques traditionnelles, mais également aujourd'hui cette capacité de pouvoir intégrer des données non structurées comme des images grâce aux techniques de l'intelligence artificielle. Derrière ça, le point que Gilles Vassal a soulevé est fondamental. Les données qui sont générées en clinique ne sont pas les mêmes que celles qui sont générées dans le cadre de projets de recherche ou dans le cadre d'essais cliniques, et n'ont pas le même niveau de structuration, d'annotation, et donc ne sont pas aussi faciles que ça à utiliser pour vraiment développer des techniques prédictives. Et dernier point qui a été aussi soulevé, c'est le fait que ces données sont éclatées partout, dans tous les différents hôpitaux à travers le monde, générés par plein d'essais cliniques, et que la problématique du partage de ces données et de l'agrégation de ces données est fondamentale. Et aujourd'hui, il y a énormément d'obstacles pour arriver à ça, malgré beaucoup de volonté. Et il y a aussi, heureusement, des approches technologiques innovantes qui permettent de travailler sur ces données en les laissant dans les hôpitaux, tout en pouvant bénéficier de grands effets d'échelle au niveau de collaboration internationale. Alors, on reviendra tout à l'heure au Health Data Hub qui va être mis en place, auquel vous participez. Juste, ça veut dire pour exploiter toute cette masse de données, il faut en gros, pour être très concret, que toutes les données puissent se parler et puissent être interprétables de la même manière. Oui, alors il y a des problématiques d'interopérabilité des données qui ne vont pas être générées de la même manière en fonction des centres. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir aussi associer ces données avec des vrais projets de recherche qui sont, disons, dirigés par des esprits scientifiques de haut niveau, et que ce n'est pas juste une question de faire passer des algorithmes sur des données. Il y a vraiment besoin d'avoir cette direction scientifique très forte. Chara Louafi, on voit que le patient, on en parlait dès ce matin un peu plus tôt, est de plus en plus acteur de la santé. Ça n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. Vous partagez ce constat, même aussi dans la question des investissements, de comment est-ce qu'on va travailler demain ? Oui, complètement. Le patient aujourd'hui est prêt, il est mûr, il est plus informé, il a envie en fait que la relation médecin-patient en fait soit un peu plus équilibrée. Et dans les investissements qu'on regarde, c'est important d'avoir en fait une vision santé et pas en fait en silo pour pouvoir répondre à ces besoins. Et aujourd'hui, évidemment, le pronostic diagnostic avec l'intelligence artificielle est clé. Avoir accès à un médecin pour le prendre en charge très rapidement est important aussi. On le voit par l'ouverture à la télémédecine qui débute demain, le 15 septembre. Et, in fine, être traité par un médicament au bon moment. Donc, tout ça sont des innovations un peu de rupture qui bousculent la prise en charge, qui bousculent un peu les raisonnements d'investisseurs. Et on est là pour accompagner ça. Alors justement, parlez-nous en quelques mots de votre action au sein de la BPI. Vous êtes donc spécialisé sur les questions de santé. En gros, vous investissez, vous cherchez les startups de demain sur les questions de santé. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? On regarde en fait au travers d'un fonds qui est Innobio et qui est connu de l'assistance, les médicaments de demain, effectivement. Donc l'enjeu dans ce domaine, c'est le chemin réglementaire. Et on voit bien que les agences cherchent à
à qualifier les populations, à les rendre plus homogènes, à circonscrire les marchés, in fine. Et c'est le démarrage aussi de la médecine personnalisée. Alors, on peut dire que c'est le démarrage de la médecine personnalisée, mais c'est aussi en fait une conséquence des coûts de santé. On en reviendra. Et la donnée est clé pour pouvoir en fait nourrir les essais cliniques et les calibrer au mieux. Il faut aller chercher le pendant en fait de la prise en charge thérapeutique, qui est la partie digitale pour en fait apporter une solution complète pour le patient. Et le patient, justement, je reste avec vous un instant parce que il est vraiment au cœur des nouveaux dispositifs mis en place. Et d'une certaine manière, on en revient à la question de l'hyperpersonnalisation, c'est-à-dire que dans les projets que vous financez, dans les projets qui sont développés à travers la BPI, le contact entre toutes ces nouvelles startups de santé, elles prennent en compte le patient très tôt dans les process. Oui, pas en biotech, peut-être pas au travers des essais cliniques, oui. Mais dans la partie santé digitale, ça se fait en fait quasiment au tout démarrage en fait de l'investissement avec les patients. C'est obligatoire. La preuve de concept se fait avec eux pour répondre au mieux aux besoins des médecins, des patients, finalement des donneurs d'ordre qui sont l'organisation d'un hôpital. Tout ça enfin, on doit prendre en compte ça et du coup ça se fait avec toutes les parties prenantes en fait très tôt dans l'investissement. Philippe Langella, vous venez donc vous de l'INRA, c'est pas un partenaire d'ailleurs toujours habituel de l'industrie pharmaceutique. Vous avez créé une start-up sur le microbiote. En fait, on a l'impression que le grand public a découvert le microbiote il y a quelques mois. Alors que, évidemment, je caricature un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est devenu un sujet dont on entend parler dans les médias. Vous, ça fait très longtemps que vous travaillez dessus et vous pensez qu'il y a un vrai impact pour la santé et sur justement la personnalisation de tous les traitements. Bonjour tout le monde, merci de votre question. Donc effectivement, dans mon laboratoire, on travaille sur le microbiote intestinal. L'INRA est depuis une quinzaine d'années, grâce aux travaux de Duško Erlich et Joël Doré, notamment sur en métagénomique, a pris une position leader, au moins en France et en Europe, sur l'étude du microbiote intestinal. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est le microbiote intestinal, c'est 100 000 milliards de bactéries, c'est 1 kg de notre poids corporel, c'est environ 10 millions de gènes. Et en fait, c'est une empreinte digitale de chacun. On parle d'hyper-personnalisation. Le microbiote, c'est notre second génome et une sorte de second organe avec lequel il faut apprendre à vivre et apprendre à vivre en équilibre. Et donc aujourd'hui, il me semble que dans la médecine de demain, il va falloir prendre en compte justement cet équilibre entre le microbiote et nous. Et cet équilibre est souvent rompu dans des maladies. Donc nous, on travaille depuis une dizaine d'années en collaboration étroite avec le service de gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Antoine, notamment Harry Sokol et Philippe Sexic. Et de cette façon-là, on a eu une idée assez simple, il y a une dizaine d'années, qui était de comparer la composition du microbiote de patients qui étaient atteints de maladie de Crohn. On a comparé ceux qui étaient en rechute de ceux qui étaient en rémission. Et de cette façon-là, on a pu identifier une bactérie qui était présente chez ceux qui étaient en rémission. Et depuis une dizaine d'années, on travaille sur cette bactérie et on a pu depuis mettre en évidence que cette bactérie est une des plus abondantes du microbiote intestinal et que ça peut être effectivement, elle peut faire partie des médicaments de complément de demain, dans la mesure où, par exemple, pour les malades de Crohn, aujourd'hui, les traitements ne sont que suspensifs et pas curatifs. Et donc, aujourd'hui, les traitements des malades de Crohn s'attaquent essentiellement au dérèglement du système immunitaire et pas au déséquilibre de leur microbiote. Donc, l'idée qu'on a eue et que pas mal ont eu depuis aussi, c'est de combiner à traitement du système immunitaire, traitement du microbiote intestinal en apportant les bactéries manquantes. Et pour ça, il faut aussi avoir je reviendrai vers vous dans un instant, chez Valsa, mais il faut avoir d'une certaine manière sa carte d'identité. Tout à fait, c'est là qu'on va rejoindre l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple. Et je pense que de plus en plus, la prise en compte des données de microbiote va pouvoir se faire assez facilement
Aujourd'hui, il y a des sociétés de biotechnologie qui proposent effectivement d'avoir accès à son microbiote. Et de plus en plus... Vous m'avez dit que c'était 80 euros aux États-Unis. C'est ça que je vous ai dit. Oui. Vous envoyez à une biotech californienne, mais il y en a aussi en Europe, 80 €, des échantillons de fesses, et au bout d'un mois, ils vous renvoient votre composition du microbiote, et éventuellement, ils peuvent même détecter... Moi, j'ai un collègue qui a une maladie de Crohn qui l'a envoyé, donc ils ont détecté qu'effectivement, il avait une dysbiose. Il lui conseillait d'essayer de restaurer l'équilibre de son microbiote avec certaines bactéries, dont la nôtre. Donc là, c'était une sorte de preuve de concept. Ça a l'air de fonctionner pas mal. Voilà. Je reviens vers vous dans un instant, Gilles Vassal, une réaction. Mais vous disiez tout à l'heure que le grand public découvre le microbiote. Il n'y a pas que le grand public, hein, les médecins aussi. Quand j'étais interne, il y a déjà un certain temps, en pédiatrie à Gustave-Roussy, il y avait un bactériologiste qui s'appelait Cyril Tancred. Il nous parlait de translocation bactérienne, ces bactéries qui, du tube digestif, entraient dans la circulation, entraînaient des septicémies chez les sujets immunodéprimés. Il faisait des coprocultures quantitatives. Et régulièrement, les selles des enfants et des adultes étaient quantifiées. Et on m'aurait dit quelques années, voire dizaines d'années plus tard, que, le microbiote, son rôle majeur dans le système immunitaire, 2, qu'on ferait même des transplantations fécales, puisqu'il y a actuellement des transplantations fécales qui ont montré des résultats dans différentes pathologies infectieuses et même le Crohn, et même en immunothérapie. On est en train de voir que le système immunitaire est impacté par ce microbiote, tous ces micro-organismes, et joue même un rôle dans la réponse au traitement. Et donc, ce n'est pas uniquement comprendre ce que sont ces bactéries, mais éventuellement les utiliser, comme il a été très bien dit, les utiliser pour améliorer les traitements. Et ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte déjà dans un parcours de santé, dans un parcours de... Alors, ce n'est pas encore au quotidien. Le profil microbiote intestinal n'est pas encore à Gustave-Roussy systématique pour tous les patients. En revanche, nous avons des programmes en cours. Nous avons Laurence Zidvogel, qui est actuellement une chercheuse absolument pionnière dans ce domaine et qui, justement, est en train de développer des outils pour mieux analyser cela. Ce n'est pas encore au quotidien, mais ça va venir rapidement. Et on est dans la notion de jumeau numérique que j'ai lancé comme cela, d'intégration de toute l'information pour prendre au mieux la situation du patient et lui donner les meilleurs traitements. Avant de vous redonner la parole, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à travers l'application, à travers aussi Twitter, et je les relayerai à la fin de notre table ronde. Vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir à ce que vient de dire Gilles, parce qu'effectivement, il a cité le nom de Laurence Zidvogel, qui en fait a fait beaucoup de travaux sur les liens microbiote intestinal et cancer. Et tout dernièrement, elle a fait des travaux qui sont absolument remarquables. Justement, elle s'est intéressée au fait que la réponse à l'immunothérapie était très variable. Donc il y avait des gens qui répondaient, des gens qui ne répondaient pas. Et elle a essayé de faire un lien justement avec la composition du microbiote intestinal. Et donc elle a pu mettre en évidence qu'effectivement, chez les gens qui répondaient, il y avait des bactéries qui n'étaient pas chez les gens qui ne répondaient pas. Donc là, pour l'instant, c'est une observation qu'elle a pu reproduire chez des souris. C'est-à-dire qu'elle a pris des microbiotes des souris chez lesquelles elle a transplanté des microbiotes de répondeurs et de non-répondeurs. Et elle a pu, en complémentant avec les bactéries manquantes, démontrer qu'en fait, les non-répondeurs, suite à la complémentation avec les bactéries, devenaient répondeurs. Ça reste chez la souris, il faut être extrêmement prudent par rapport à tout ça. Voilà. On se rend compte que derrière tout ça, et on en parlait tout à l'heure, il y a des données massives, comme vous le disiez tout à l'heure, pas assez structurées. Gilles, vous copilotez avec Dominique Polton, qu'on entendra d'ailleurs tout à l'heure ici, la mission du futur Health Data Hub de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. C'est censé, en tout cas l'objectif est d'en faire la première base de données de santé au monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà quelques mots ? Oui, bien sûr, mais donc faut savoir que c'est encore une mission qui est en cours, donc on n'est pas encore arrivé. Très content d'avoir une avant-première. aux conclusions finales, mais vraiment l'idée fondamentale, c'est de pouvoir proposer au niveau national en France une plateforme qui permet à l'ensemble de l'écosystème de la recherche médicale et des différents acteurs de la santé de pouvoir accéder beaucoup plus facilement à l'ensemble des données qui sont produites en France. Et ça va permettre de pouvoir, par exemple, apparier des données de l'assurance maladie avec des données de la biologie, avec des données cliniques, et de pouvoir faciliter le développement de modèles prédictifs et de mieux comprendre l'effet des traitements, de mieux comprendre le développement de ces maladies à une échelle
qui n'a jamais été atteinte, en tout cas au niveau français. Gilles Vassal, je rappelle que vous êtes directeur de la recherche clinique de l'Institut Gustave Roussy. Si vous deviez expliquer de manière extrêmement simple en quoi toutes ces données, tous ces hubs, tout ce data va demain vous aider au quotidien dans la guérison des patients, dans les traitements. C'est ce que j'évoquais dans mon introduction, enfin quand j'ai parlé là-bas. Sur la médecine de précision. Juste pour vous donner un exemple. Ouais, dites-moi. On génère au quotidien, pour des patients, adultes, enfants, on biopsie la tumeur, on fait un séquençage complet de tous les gènes qui sont dans la tumeur. On essaye au mieux de tirer une information en regardant les gènes qui sont altérés, en essayant de comprendre ceux qui sont réellement importants, ceux qui sont éventuellement responsables. On a une masse d'informations que l'on analyse à l'heure actuelle à l'aune de ce que nous avons, en fonction des connaissances, en ayant accès à des bases de données. Mais on a besoin d'avoir des outils qui nous permettent qui nous permettent réellement de sortir de toutes ces données pour un patient de l'information beaucoup plus précise. Comme je le disais, on exploite qu'une infime partie de ces données qu'on gère au quotidien. Et c'est pour ça que ces outils, pour un patient, mais aussi pour des cohortes de patients, parce que la cohorte de patients est aussi utile pour mieux traiter le patient individuel. Qu'on se rende compte de l'ampleur de la situation de demain, en tout cas des espoirs que ça crée. Quand vous dites si on n'exploite qu'une infime partie, c'est quoi? Enfin, je ne vous demande pas un chiffre précis, mais on est quoi? On est à 0,5%, 3%, 10%? Bien, si vous vous souvenez ce que Jonathan a dit tout à l'heure avec son jumeau, 30 milliards 3 10 puissance 9, ça fait 3 milliards de paires de bases. Seulement 3 millions de ces paires de bases sont signifiantes. 3 millions, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'altérations, y compris les épigénétiques. Là-dedans, on est capable d'identifier parmi ces 3 millions d'anomalies, de paires de bases, seulement 1% dont on sait qu'elles ont un rôle dans le cancer. Il y en a plein d'autres dont on ne sait pas. Or, elles sont présentes. Et c'est là où on a besoin d'accélérer notre capacité à analyser l'ensemble de ces données pour mieux comprendre et plus rapidement dans ces altérations du génome, mais de l'épigénome, mais des protéines, mais du microbiote, ce qui impacte la croissance de la tumeur, ce qui impacte la métastase de la tumeur et la réponse ou non au traitement. Si je peux aussi rebondir sur cette question de l'exploitation des données, nous, il y a je dirige Hawkin, qui est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la recherche pharmaceutique et particulièrement le développement des médicaments. Et en fait, quand on travaille avec l'industrie pharmaceutique, on se rend compte aujourd'hui que dans les essais cliniques, encore aujourd'hui qui sont construits, il n'y a aucun plan qui est fait pour pouvoir récupérer toutes les données brutes générées pendant l'essai. Uniquement les données très structurées permettant l'évaluation statistique de l'efficacité du traitement sont récupérées par l'entreprise. Mais par exemple, toutes les images de radiologie, d'anatomopathologie digitale, etc., ou d'électrocardiogramme qui pourraient être générées pendant l'étude sont tout simplement laissées de côté. Et nous, quand on veut travailler avec les industriels pour pouvoir développer des algorithmes de prédiction de réponse au traitement, de personnalisation, on se rend compte que ces données sont tout simplement pas présentes et pas exploitables. Et donc les entreprises pharmaceutiques commencent à prendre conscience que dès aujourd'hui, il faut préparer pour les nouveaux essais de demain toute l'infrastructure qui permet de capter toutes ces données de manière propre et de pouvoir les intégrer dans toutes leurs modalités pour construire des modèles prédictifs et de stratification qui vont pouvoir prendre en compte à 360 degrés toute la complexité des patients. Allez-y, oui, je vais vous faire agir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et notamment quand vous parlez de stratification, je pense que c'est extrêmement important quand on va lancer un essai clinique. Dans le cadre de notre start-up, justement, je pense qu'il va falloir intégrer un maximum de données, justement, pour bien stratifier la population et s'adresser à une population qui puisse répondre éventuellement à nos traitements. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a une importance absolument remarquable. Je voulais aussi rebondir par rapport à ce que vous disiez sur les transferts de matière fécale. Ça, c'est également quelque chose qu'on va pouvoir exploiter de plus en plus dans l'avenir, parce que, comme vous le disiez, il y a notamment des infections type à Clostridium difficile qui ne sont aujourd'hui soignables temporairement que par le biais de transfert de matière fécale, de microbiote intestinal de bonne qualité.
Et Joël Doré a cofondé une start-up aussi, mon collègue de l'INRA de Jouy, a cofondé une start-up qui s'appelle MatPharma, qui est basée justement sur le transfert de matériel fécal autologue. Et ça s'adresse essentiellement à des patients qui sont amenés à suivre des traitements de chimio ou de radiothérapie, qui vont justement dézinguer leur microbiote. Et très souvent, ces patients sont obligés d'arrêter leur traitement. Et là, l'idée, c'est de leur retransférer du microbiote sain, leur microbiote sain. Donc c'est vraiment dans la personnalisation. Et il y a des premiers essais cliniques qui ont été menés. Et il y a effectivement des premiers essais très positifs de cette complémentation avec son propre microbiote. Chara, on voit que la question des... En fait, d'un coup, on parle beaucoup de start-up, on parle beaucoup de... d'un coup, ça a l'air très moderne, mais concrètement, vous, dans vos stratégies d'investissement, comment est-ce que vous faites pour essayer d'aller chercher les entreprises les plus prometteuses? Pour aller chercher les entreprises les plus prometteuses, bon, il y a plein d'axes. D'abord, en fait, analyser comment le marché va évoluer. Ça se fait avec... les acteurs clés, typiquement en fait en biotech, ça va être avec l'industrie pharmaceutique. Quelles sont leurs demandes, quelle est leur vision. Donc il y a tout un travail en fait prospectif qui est fait avant d'analyser, de se diriger vers une voie. Les scientifiques évidemment, les médecins, qu'est-ce qui leur manque, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le marché. De quoi parle-t-on? Comment va-t-il évoluer? Est-ce qu'il y a des freins? Et troisièmement, en fait, l'équipe. Est-ce qu'elle est capable, en fait, de porter cette ambition? Combien de temps? On investit, on ne fait pas des coûts financiers. On investit de manière pérenne et on s'assure, en fait, que... la valeur peut être créée sur le long terme. Alors j'ai justement une question pour vous. Quel est le champ dans lequel va se consacrer votre fonds d'investissement? Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques? Je pense que tout est ouvert aujourd'hui. La santé est en train de se bousculer. Et donc du coup, si un investisseur n'est pas ouvert à l'innovation, c'est un peu la fin. Donc on est ouvert. On parlait en fait de données. La donnée est en fait le point est un point majeur parce que c'est vrai qu'elle permet de rendre en fait visible ce qui était invisible et d'apporter en fait des réponses à des questions qu'on n'avait pas il y a quelque temps. Et elle agit à plusieurs étapes au niveau de la science, au niveau en fait des essais cliniques et au niveau de la relation médecin-patient, par exemple. Je pense par exemple à la psychiatrie. La psychiatrie aujourd'hui, c'est une en fait, la psychiatrie est un poste important dans les coûts de santé, au même titre en fait que des maladies chroniques. Or, ce ne sont pas parce que les patients en fait sont traités. Au contraire, c'est un échec thérapeutique et donc ils pèsent sur les coûts de santé. Et la donnée va être clé pour associer à la télémédecine pour que le patient puisse rencontrer son médecin rapidement, mais pour pouvoir suivre les sujets en fait de compliance là, est-ce que le patient prend son traitement, quel est son état à un moment donné, en fait, pour que la deuxième consultation puisse être efficace et que l'information soit la plus précise possible. Donc ça vient en fait, ça vient bousculer les pratiques et on arrive à un moment où tout ça est en train de mûrir au même moment entre la science, la recherche clinique et la pratique médicale. Et donc c'est ce qui est intéressant. Et vous parliez tout à l'heure de la télémédecine. Rappelons qu'effectivement ce matin on a appris que une partie de la télémédecine serait remboursée. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Tout à l'heure, Gilles Vassal, vous parliez de la question de l'équité. Je vous entendrai dans un instant là-dessus, mais j'ai une question pour Philippe Langella. Quelqu'un dans la salle nous demande un peu plus de précision sur les sociétés biotech. 80 € pour un dépistage, c'est à portée de main. À quand la démocratisation du dépistage microbiote? Pour faire quoi? Alors, ça pose deux questions. Voilà. Je peux vous laisser. Non, effectivement, le point qu'a soulevé Gilles est extrêmement important parce que sur le microbiote, comme
tout domaine dans lequel il y a une vraie révolution qui est apportée, je pense qu'il y a eu il faut être prudent, il faut être réservé, il y a une sorte de buzz médiatique autour du microbiote et il faut se garder d'aller trop vite. Et effectivement, il y a des sociétés qui se sont montées il y a déjà une dizaine d'années et donc qui, pour des sommes qui étaient bien plus élevées à l'époque du fait du coût du séquençage, là, ils vous proposaient plutôt 1 500 € pour votre microbiote. Alors, les gens envoyaient leurs fesses, ils avaient leur microbiote, et il n'y avait absolument pas d'analyse, il n'y avait rien, donc c'était justement pourquoi faire, on se demandait, quoi. Là, aujourd'hui, je pense que les analyses de microbiote comme ça, je pense que je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Je pense qu'il faut que ça soit vraiment rentré. Il faut que ce soit encadré. En gros, ce que vous dites, c'est que chacun ne va pas demander sa carte d'identité pour savoir s'il doit manger telle ou telle chose pour... Je pense qu'il y a un gros marché aujourd'hui. Il y a pas mal de boîtes qui travaillent là-dessus. Là, on est dans le bien-être et l'automédication quasiment. Sur le bien-être, mais en termes d'intégration du microbiote au niveau de traitement médicamenteux, je pense que les médecins doivent garder la main. Et là, on touche un point essentiel qui est la notion d'évidence. D'evidence-based medicine. Voilà. Si l'on fait quelque chose pour un patient, il faut qu'on démontre que ça a un effet positif et pas d'effet délétère. Exactement. Et quand je dis pour faire quoi, c'est justement cela. Aller envoyer ses selles, c'est bien d'avoir un portrait, mais on fait quoi après? Et d'ailleurs, c'est une question importante parce que il y a déjà des sociétés qui proposent de faire un séquençage complet du génome constitutionnel des patients en envoyant simplement un petit frottis de salive. Et donc, vous pouvez obtenir votre séquençage. De la même façon, oui. 23andMe & Co. Et ça, c'est une vraie question. Parce qu'après, il y a de l'information brute qui arrive vers les patients qui ne sont pas des patients, qui sont des sujets sains. Et on est dans une situation où il y a une masse d'informations, c'est ce que disait Marine tout à l'heure. Ouais. Trop d'informations et on ne sait pas du tout, qui entraîne derrière des comportements qui peuvent être des comportements. Donc ce que vous dites collectivement, c'est qu'il faut que ça reste encadré dans le cadre médical. Dans le cadre médical, absolument. J'aimerais cependant apporter un point de vue légèrement différent. Très bien. Si je me projette, par exemple, donc moi j'ai 35 ans, si je me projette dans 30 ans, quand j'aurai 65 ans, eh ben, je me dis peut-être que ça serait utile que je commence dès maintenant à capter ces données. Même si aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, donc la question que vous posez, à quoi elles vont servir, peut-être que de pouvoir mesurer leur évolution au cours du temps, ça pourra m'éclairer et permettre, si j'ai une maladie, ce que je ne souhaite pas, mais un jour, de pouvoir mieux me faire soigner parce que j'aurais pu avoir ces données. Et au-delà de l'aspect individuel, c'est une question au niveau qui se pose sur la population et sur l'idée un petit peu dogmatique au niveau médical, qui est de dire on va chercher une information, si on sait quoi en faire après au niveau de l'investigation diagnostique ou thérapeutique, et de ne pas aller chercher des informations juste pour la data. Or, aujourd'hui, derrière les grands plans nationaux type France Génomique ou en Angleterre, etc., il y a cette idée que peut-être qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quoi servent ces données, mais justement, il faut commencer dès aujourd'hui à les acquérir, à les avoir, pour pouvoir demain mieux les exploiter et trouver des solutions aux maladies. Alors, ça pose une question... Allez-y. Ce qui signifie que l'innovation, elle n'est pas tant sur la donnée que sur le socle qui va recevoir la donnée pour pouvoir suivre dans le temps. Tout à l'heure, Gilles Vassal, vous disiez qu'il y avait la difficulté du partage international des données, notamment sur... Silo. Voilà, et notamment sur le cancer de l'enfant. Il y a quelqu'un dans la salle qui nous demande pourquoi un Health Data Hub français, quand justement la question devrait être internationale. Mais juste, et après je voulais... Il y a deux sujets. Il y a le sujet de la recherche clinique. C'est là où on génère de façon le plus structurée possible des informations, avec des masses de... Vraiment. Mais ces données de recherche clinique, elles sont en silo. Et quand on regarde simplement l'ensemble des données de recherche clinique qui sont dans un domaine donné, les analyser ensemble, alors on fait des méta-analyses, bien sûr, mais les analyser ensemble avec des outils permettrait réellement de mieux comprendre. Je crois que ça a été fait déjà dans les pathologies dégénératives, où il y a eu tellement d'essais négatifs qu'il y a eu un effort, dans le cadre de AMI, il me semble, pour mettre en commun ces données pour progresser. C'est l'exemple que je donnais avec cette question débattue en oncologie pédiatrique. L'immunothérapie ne marche pas, les choses tombent également. L'immunothérapie ne marche pas, comprenons, mergeons ces données et essayons de générer de l'information. Et il y a l'autre aspect que vous décrivez, qui sont les massives informations que l'on génère au quotidien. À Gustave aussi, on voit 12 à 13 000 patients par an. Il y en a 3 000 qui participent à des essais.
Mais toute l'information que nous générons pour les patients qui sont en dehors de l'essai, ou quand ils ne sont plus dans les essais, eh bien, on n'est pas capable encore à l'heure actuelle de les exploiter comme on le souhaiterait. Et c'est là où le Health Data Hub est extrêmement important. Tout à fait d'accord. Je vais revenir sur chacun des deux points. Donc, sur le premier point, c'est un point qui me paraît super important, c'est les données des essais cliniques. Alors, c'est un sujet qui est assez délicat, puisqu'aujourd'hui, le partage des données des essais cliniques, malgré le fait que ce soit un objectif annoncé de la plupart des laboratoires, ça reste quand même un sujet sensible, parce que ce sont des données qui contiennent beaucoup d'informations de nature confidentielle, notamment au niveau de la compétition entre les différents laboratoires. Bien sûr. Et donc, c'est des données qui vont être très difficiles à partager. Cependant, on voit aujourd'hui, par exemple, donc là, on a participé à un projet, un appel à projet de l'IMI au niveau européen sur l'utilisation de techniques de machine learning, donc d'intelligence artificielle, mais qui respectent le secret des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des technologies, dont une qui s'appelle l'apprentissage fédéré, qui permet d'entraîner des algorithmes de prédiction tout en laissant les données secrètes dans chacun des laboratoires. Donc on peut imaginer demain pouvoir quelque part virtuellement fusionner toutes les données d'essais cliniques en assurant à chaque laboratoire le contrôle total sur la confidentialité de ces données, en s'assurant que le compétiteur n'y aura pas accès. Donc ça, c'est le premier point où je pense qu'il y a des innovations technologiques fondamentales qui sont en train d'arriver. Sur le Health Data Hub, ça n'a pas vocation, à mon avis, à s'arrêter aux frontières de la France. D'ailleurs, le terme hub, si vous le prenez au sens littéral, ça s'inscrit dans un réseau. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir développer au fur et à mesure du temps des connecteurs vers les partenaires européens et internationaux, et d'imaginer de grands projets au-delà de la France. Et on en reparlera dans un instant avec Dominique Pocton. Merci beaucoup. Juste, c'est pas vraiment une question, mais enfin, c'est une question, mais on n'aura pas le temps.